Merci d'être là pour ce Facebook Live de Terre Vivante. C'est le premier, la première table ronde jardinière animée par les 4 saisons que j'ai le plaisir de diriger en tant que rédactrice en chef. On a pour ce premier Facebook Live un thème qui visiblement intéresse énormément de gens, puisque 110 personnes se sont déjà connectées à cette table ronde et nous allons pouvoir explorer cette thématique de comment adapter son potager au réchauffement climatique. Une thématique particulièrement d'actualité après les gels tardifs que nous avons subis au début du mois d'avril. Alors, pour m'accompagner et pour répondre à vos questions, surtout dans cette table ronde, nous avons 4 intervenants, 4 jardiniers et jardinières émérites. Alors, je vais les présenter les uns après les autres. Nous avons d'abord Jean-Paul Torres, qui a été le premier rédacteur en chef des 4 saisons. À l'époque, ça s'appelait les 4 saisons du jardinage. Et il est installé en Normandie, dans les environs de Rouen, où il cultive un potager de 300 mètres carrés. Et c'est aussi l'auteur d'un des best-sellers de Terre Vivante, le Guide du jardin bio, dont la première édition remonte maintenant à 1985. Jean-Paul Torres a aussi une particularité, il note tout dans ses agendas depuis 1982 et il pourra nous décrire un petit peu ce qu'il a pu constater de l'évolution du climat et de l'évolution phénologique. Il nous expliquera ce que ce mot veut dire. Nous avons ensuite Anne Denis, qui collabore aux 4 saisons depuis une dizaine d'années avec sa rubrique Petit élevage. Elle est l'autrice d'un livre sur le petit élevage familial en bio et elle a bien sûr à ce titre divers animaux, de la basse-cour et des moutons, mais c'est surtout, et c'est pour ça qu'elle participe ce soir, une jardinière qui s'occupe de son jardin de 400 mètres carrés depuis 1994 en Touraine. Notre troisième intervenant, c'est Blaise Leclerc. Blaise Leclerc vient quant à lui de sortir un livre sur notre thématique du soir, puisque son dernier livre s'intitule Légumes et canicules, adapter son potager au réchauffement climatique. Et c'est une thématique qu'il connaît bien, lui qui cultive 2 potagers dans le Vaucluse, une région quand même sèche, un potager de 300 mètres carrés et l'autre de 400 mètres carrés. Il est ingénieur agronome, il a longtemps travaillé à l'ITAB, l'Institut technique de l'agriculture biologique, et il a publié de nombreux ouvrages aux éditions Terre Vivante, notamment sur le sol. Enfin, nous retrouvons Pascal Aspe, qui est le responsable des jardins et de la formation au Centre Terre Vivante. Comme vous le savez peut-être, les 4 saisons et les éditions Terre Vivante sont installées depuis 1994 à la montagne, dans le Trièves, à environ 750 mètres d'altitude au sud de Grenoble. Et ici, nous accueillons les visiteurs dans nos jardins, lorsque les conditions sanitaires le permettent évidemment, ainsi que de nombreux stagiaires à qui nous proposons des stages de jardinage pour apprendre toutes les techniques possibles. Et ces jardins nous permettent aussi de nous confronter à la réalité du terrain et de mener des expérimentations pour le magazine avec des bancs d'essais variétaux, des tests d'outils, etc. Alors, donc 4 intervenants, 4 jardiniers, 4 régions de France, puisque nous avons les Alpes, la Provence, la Touraine, la Normandie, et une thématique qui est particulièrement d'actualité, je vous le disais, la semaine de Pâques, début avril, plusieurs nuits de gel ont causé de très importants dégâts partout en France. Tous les arbres fruitiers, la vigne ont été particulièrement impactés. Abricots, kiwis, pommes, poires, cerises, vignes, pêches, nectarines, raisins avec la vigne évidemment, ont été impactés par ces gels tardifs qui se sont produits à des moments cruciaux de la floraison. Une catastrophe pour les arboriculteurs, pour les viticulteurs, et puis beaucoup de dégâts dans les jardins
où pas mal de jardiniers avaient déjà mis leur culture en route. Alors, on va commencer par ça. Je vais vous poser la question aux uns et aux autres. Blaise, déjà, peut-être, est-ce que tu as subi ces gels d'avril? Un petit peu sur les arbres, c'est la problématique, c'est surtout les arbres, parce que comme c'est des gels tardifs, mais le problème, c'est pas qu'ils soient tardifs, c'est il fait chaud avant, il fait trop chaud avant, il fait trop chaud au mois de mars. Bon, j'ai pas encore beaucoup d'arbres dans mon jardin, j'ai eu un petit peu de gel sur les abricotiers, mais après, sur les légumes, j'ai pas eu trop de problèmes parce que c'était encore au démarrage Ouais. je pense que le gros problème, c'est sur les arbres. Oui, ça a été Et la vraiment sur vigne. les arbres. Oui. Ouais. Jean-Paul, toi, en Normandie, tu as constaté des dégâts? J'ai eu quelques dégâts. Alors, sur les légumes, en fait, comme il y en avait très peu qui restaient et les autres n'étaient pas encore trop développés, donc j'ai pas eu de dégâts. En revanche, c'est sur les kiwis. Donc, je Oui. cultive du kiwi et là, comme c'est une plante qui a tendance à démarrer assez tôt, qui fait des pousses assez tendres, là, ça a bien gelé et je ne sais pas ce que ça va donner. D'accord, à suivre. Et toi, Anne? Alors moi, j'ai un jardin qui a la particularité d'être au fond d'une vallée et donc qui fait toujours plus froid de 3-4 degrés que ce qui est annoncé. Donc j'ai l'habitude des gelées de printemps et j'y pars chaque année. Je passe un certain temps, je regarde la météo et en fait je mets des voiles dans les serres, j'ai buté toutes les pommes de terre, j'ai mis des châssis partout. Enfin voilà, j'ai tout préparé et du coup, tout ce que j'avais dehors n'a pas gelé parce que je m'y étais préparée, mais ça prend un certain temps. Tu te méfies, donc. Voilà. Et Pascal, à Terre Vivante, quels dégâts y a-t-il eu? On va dire que nous, on sait que ça peut tomber jusqu'à mi-mai, voire début juin, les gelées. Donc, bon, ben, même s'il y en a qui arrivent maintenant, on ne sera pas étonné. Donc, il n'y avait quasiment rien en place. Il y a eu peu de casse. Un peu sur les pruniers, qui étaient un peu au mauvais moment où ça a gelé. Après, voilà, à la différence d'Anne, nous, on n'avait pas anticipé. Donc, on a notre serre où on produit les plants. Donc, on a une serre chaude et une serre froide. Et on avait commencé à rapatrier les plants dans la serre froide. Et on ne s'attendait pas à ce qu'il fasse si froid. Et du coup, il a quand même fait un peu froid pour les petits bébés, mais rien de très grave. Mais sinon, dans les jardins proprement dit, non, parce que rien n'avait démarré. Ça s'est descendu jusqu'à combien à Terre Vivante? -7, -8? Ouais, c'est ça. Nous, on a eu du -7, -8 sur les jours où il a fait les plus froids, là. Après, à part ces jours-ci, voilà, dans les jours qu'on suivit, après, il a quasiment gelé tous les matins. Donc, des -1, -2, c'est arrivé là-dessus. Donc, ce n'est pas franchement si étonnant que ça. Alors évidemment, chers internautes, on vous invite à poser vos questions. Moi, je vais poser un certain nombre de questions, mais vous êtes invités à poser vos questions. Ces gels tardifs, on a l'impression qu'ils se multiplient ces dernières années. Est-ce que c'est une réalité ou est-ce que c'est pas plutôt le problème, c'est comme le disait Blaise, qu'en fait, il fait carrément chaud avant, et du coup, la végétation démarre en fanfare, et puis derrière, il y a des coups de froid. Blaise, tu voulais peut-être revenir dessus? Comme je disais, c'est surtout sur les arbres. Moi, j'ai pas trop. Je suis un peu novice encore sur les arbres, mais c'est vrai que il y a eu des hivers, en tout cas dans mon jardin, il y a eu des hivers très doux et qui se traduisent pas forcément par des gros dégâts, mais par exemple les fèves. Moi, je plante les fèves comme on fait en Provence fin octobre, début novembre. Mais maintenant, elles fleurissent systématiquement vers le mois de janvier. Et du coup, c'est vrai qu'il fait doux de plus en plus tôt et j'ai des hivers où il gèle quasiment pas. Ouais. Est-ce que nous, à Terre Vivante, on constate aussi des hivers moins froids? Ah ouais, nous, on constate des hivers moins froids. Alors, surtout, ce qu'on trouve compliqué, c'est qu'on a des automnes secs. Donc, on a des automnes où on se dit, ben, on ne recharge pas vraiment les sols en eau. Après, les hivers sont moins froids.
oui, donc ça a changé nos pratiques, notamment au niveau du travail du sol, où avant on misait, donc on a des sols assez argileux, assez compacts. Et du coup, avant, on posait des petits billets, on misait sur le gel-dégel pour un peu faire de la gélifraction, casser nos modes de sol qui étaient très argileux. Ouais, vous Et puis maintenant, ces greliniez. paris-là, on ne les prend plus en fait parce que, ouais, on grelinait à l'automne sur les parcelles qui étaient vraiment très, très moteuses. On grelinait à l'automne, on faisait remonter les grosses mottes et puis on laissait le gel-dégel agir pour les casser un peu ces mottes. Et puis, ça fait quelques années, 3-4 ans, où on ne prend plus ces paris parce que des vraies alternances de gel-dégel, il n'y en a quasiment plus. Il y a des fois un gros coup de froid et après, ça plafonne avec peu d'alternance, avec des gel-dégel assez forts. Et du coup, ça a changé nos pratiques en termes de comment on gère notre sol. Oui, ça a changé. Ce n'est pas tellement lié au gelée tardive, c'est lié à notre hiver et un peu moins rigoureux d'une manière générale. Ouais. Et Jean-Paul, toi, tu vois aussi des hivers plus doux et une végétation qui démarre plus tôt? Oui, c'est l'occasion de nous faire comprendre que la météo, ce n'est pas le climat et réciproquement. C'est-à-dire que le climat, il bouge et donc la végétation, globalement, elle est en avance. L'hiver, il fait doux, les plantes se réveillent progressivement et dès qu'il y a un petit peu de température, elles l'emmagasinent et puis au moment habituel, elles se mettent à fleurir. Mais c'est là que la météo peut nous jouer des tours parce que un réchauffement global, c'est pas ça qui va empêcher qu'il y ait des coups de froid à l'époque où il doit y avoir des coups de froid. Donc, il faut bien comprendre que les deux ne sont pas du tout incompatibles et que le réchauffement, en fait, nous expose encore plus aux petits coups de froid qu'on peut avoir au printemps ou aux gros coups de froid également. Oui, c'est ça. Parce que alors, toi, justement, qu'est-ce que tu as constaté sur tes agendas, puisque tu es l'une des rares personnes que je connaisse qui ait donc une telle durée de notes où tu notes la floraison des lilas, tu notes un certain nombre de floraisons et d'événements, ce qu'on appelle phénologiques. Explique-nous un peu tout ça. Oui, ça fait effectivement depuis pas loin de 40 ans que je note tout. L'idée de départ, c'était, puisque j'ai rédigé les agendas pour les lecteurs de Terre Vivante, je voulais faire le lien entre l'avancement de la végétation et les travaux qu'on a à faire au jardin. C'était ça mon point de vue. Et c'est au fil des années que je me suis rendu compte que ça racontait des choses sur le changement climatique, parce qu'à l'époque, on ne parlait pas de changement climatique. Non. Donc, comme je notais tous les phénomènes saisonniers, hein, c'est ça la phénologie, c'est les phénomènes saisonniers de la végétation et de la faune, hein, c'est tout ce qui est naturel en relation avec les saisons. Je me suis rendu compte que ça bougeait. Et donc, si on pouvait avoir un des graphiques que j'ai fait, celui sur la floraison du lilas que tu as évoqué. Donc, j'ai noté sur le même pied de lilas, hein, parce qu'il y a des lilas de variétés différentes, exposés différemment, etc. Donc, quand on fait des observations comme ça, il faut que ça soit vraiment sur la même plante, le même pied, le même arbre, le même sujet. Et donc, j'ai constaté, j'espère qu'on va pouvoir montrer ma courbe. Christine, si tu pouvais si les studios pouvaient m'envoyer mon La technique. Oui, voilà. Voilà. Donc, c'est relativement parlant. Explique-nous l'abscisse et l'ordonnée. Alors, je vais vous expliquer ça parce qu'effectivement, l'axe vertical, c'est le nombre de jours, c'est la date. Hein, en gros, c'est le nombre de jours depuis le 1er janvier. Donc, c'est la date. Voilà. D'accord. Et donc, sur l'axe horizontal, c'est les années depuis 1982. Voilà. D'accord. Donc, en 2021, 39. Voilà. On voit déjà que ça, c'est pas pareil d'une année à l'autre. Hein. Ça, c'est la variabilité d'une année à l'autre que tous les jardiniers constatent. Mais moi, ce qui intéresse les climatologues aussi, c'est la tendance. Oui. La tendance, au bout de 40 ans, on commence à voir quelque chose. Alors, j'ai mis une petite droite qui indique une tendance, mais il faudrait l'analyser plus finement sur le plan statistique pour voir réellement si c'est… parce que ce n'est pas linéaire, hein, ce n'est pas une droite, ce n'est pas régulier. Hein, c'est peut-être une courbe plus compliquée que ça. Mais en tout cas, on voit que, en gros, le lilas, il fleurit un peu plus tôt en moyenne chaque année et que, en gros, au printemps, on a gagné en précocité 20 jours.
dans ma Une région. vingtaine de jours, oui. Enfin, une vingtaine de jours. Quand Et même, ce qui est ouais, intéressant, c'est qu'à l'automne, on a le phénomène symétrique, c'est-à-dire que les feuilles tombent plus tard. Et les gelées arrivent aussi plus tard. Hein. ouais. Parce que la végétation et la météo sont liées hein, quand même. Voilà. D'accord. Et, et du coup, et toi, toi en Touraine, Anne, tu as également. Ah si, attends, on a eu une question tout à l'heure, la gélifraction. Quelqu'un a demandé qu'était la gélifraction. Pascal, si tu veux juste le redire. Eh ben, ça va être le fait, ça va être le fractionnement, on va dire, de la partie de votre sol par le gel. Donc, le sol, votre sol, il est plein d'eau. Et donc, quand l'eau dans le sol va geler, eh ben, elle va prendre plus de place. Du coup, ça va casser un peu vos mottes. Donc, c'est le fait de fractionner le sol grâce au gel. Voilà. C'est une technique d'amélioration de la terre où finalement tu laisses la nature faire pour toi. Tu casses la grosse motte en octobre et ensuite, pendant l'hiver, l'alternance gel-dégel va améliorer, va affiner la terre. Bien. Donc, Anne, toi, tu as constaté en Touraine des hivers moins rudes, une végétation qui démarre plus tôt. Des hivers moins rudes, oui. Quoi qu'on a, enfin, on n'a pas des hivers très rudes en Touraine quand même. Au niveau de la végétation, oui, moi, globalement, je plante, je sème plus tôt. Mais en même temps, c'est ce que disait Blaise, quoi. Il y a des à-coups. Et à la fois, on peut essayer de commencer plus tôt, mais il faut avoir des systèmes de protection parce qu'on n'est pas à l'abri de gelée quelques semaines plus tard. Je vois par exemple l'an dernier, moi j'attends toujours mi-mai pour planter mes tomates pour éviter les gelées. Et j'ai une amie qui les a plantées au moment du confinement où il faisait très beau, la fin avril. Et alors qu'au mois de mai, il a fait un printemps désastreux, quoi. Il a plu tout le temps et elle a eu une production extraordinaire, alors que moi, c'était vraiment pas terrible. Donc en fait, ce qu'on constate, c'est qu'il y a peut-être des risques à prendre différents et pas s'arrêter aux plantations, aux dates de plantation traditionnelles auxquelles on avait l'habitude auparavant et en s'équipant, en faisant différemment. Et d'ailleurs, avant de passer à une question intéressante d'une internaute, toi, tu n'es pas tout à fait dans la même optique que Jean-Paul, parce que tu dis que malgré ces repères phénologiques, en fait, le lilas, on peut dire que c'est un repère phénologique, c'est un petit peu comme la floraison du forsythia, par exemple, pour donner un exemple. Souvent, on dit qu'elle marque le début des travaux au jardin. Voilà, qui intervient, on va dire, fin février, enfin ça dépend des années. Donc, toi, tu dis Jean-Paul, que les repères phénologiques bougent peut-être avec des avancées, mais que par contre, tu vas continuer à semer ou à planter à peu près aux mêmes périodes. Oui, c'est pour une raison simple en fait. C'est que la phénologie, les floraisons des arbres, par exemple, c'est lié à la température. Et le fait de travailler le jardin, de semer, de planter, c'est pas que la température. Il y a également l'état du sol. Et en fait, si Christine, tu pouvais mettre ma courbe sur les Smith petits pois, c'est relativement éclairant. En fait, même si la saison est plus avancée qu'il y a 40 ans, je ne commence pas mon jardin forcément plus tôt. Et en gros, c'est presque une tendance inverse. Alors, est-ce qu'il y a plus d'humidité au printemps dans ma région? C'est une hypothèse, hein. Mais en tout cas, Normandie, ça n'a pas fait changer mon calendrier en ce qui concerne les premières mises en culture de l'année. Pour la suite, je ne dis pas, mais là, sur le début, ça ne bouge pas trop. Voilà. Donc, tes semis de petits pois, tu les fais sensiblement, toujours même, tu es quand même passé presque de 75 à… Ça Oui. fait quoi ça, tu les fais en mars? Oui, je les fais en général en mars, mais toi, on peut constater qu'ils sont légèrement plus tardifs d'année en année. C'est très faible, ça bouge pas. Je dirais que c'est pas trop significatif. Pour moi, ce qui est significatif, c'est que ça n'a pas bougé dans le même sens que l'avancement de la nature en général, qui est lié à la température. Tu vois, le jardinier a d'autres contraintes. Il y a également aussi le fait que, je sais pas, on part en vacances, j'en sais rien, on a d'autres contraintes aussi. Toi, Pascal, tu voulais réagir à cette question?
Oui, je voulais réagir parce que du coup, nous, voilà, on voit notre climat où l'automne, c'est de plus en plus doux, où notre printemps, il est de plus en plus chaud. Et du coup, comme tout bon jardinier qui se respecte, on envie un peu les gars du Sud qui arrivent à faire du melon et qui ramassent les fèves assez tôt au printemps. Et du coup, on a envie de tenter des coups. Donc, ça fait quelques années où on tente des coups, en fait, où on fait comme Blaise, où on vient semer en pleine terre des fèves en automne et des petits pois. Et on se dit, alors, ça n'a pas marché. Ça fait 4-5 ans qu'on le fait. Ça fait 4-5 ans que ça tient jusqu'en février-mars. Et en février-mars, il y a une bonne gelée. Il y a tout qui pète en plein vol et fin d'histoire. Mais sous serre, on y arrive. On arrive à les sortir. Et à la fois, je rejoins Anne et à la fois, je rejoins Jean-Paul. C'est-à-dire que du coup, on commence à se dire, nous, ces coups-là, avant, ils ne passaient jamais. Maintenant, peut-être de tenter des coups, de faire un peu plus tôt, peut-être que ça va passer une année sur 3, une année sur 4, ça va passer un peu plus. Alors, si on respecte ce qu'il dit Jean-Paul, c'est sûr que ça passera tous les ans. Donc, pour être sûr que ça passe, on n'est pas encore tellement un changement si fort que ça a effacé les dernières gelées. Donc, on ne peut pas parier dessus. Par contre, moi, je rejoins Anne aussi un petit peu en se disant, franchement, moi, tenter un petit coup à l'automne de cramer 20 graines de fèves et de me dire, si ça passe, j'arrive à récolter mes fèves plutôt en avril qu'en juin, j'ai bien envie de tenter le coup. Donc, j'ai envie de dire, voilà, on est dans une période, on est un peu ni fait ni à faire. Ça a changé un peu trop pour la planète, mais pas assez pour qu'on se croie encore chez Blaise. Blaise qui est dans le Vaucluse, comme je le redis pour ceux qui auraient raté le début. Alors, on a un certain nombre de questions qui commencent à arriver, et notamment une première sur l'eau. C'est Valérie qui nous demande, avec ce dérèglement climatique, quelles conséquences sur l'eau et les besoins du potager en eau? Faut-il faire le choix de certains légumes et lesquels? Et Blaise, justement, dans ton livre Légumes et canicules, tu en parles pas mal de l'eau. Oui. Est-ce qu'il y a des… Alors toi, en plus, tu as quand même, par exemple, de l'eau qui se raréfie. Tu nous disais en préparant cette table ronde que ta source ne coulait plus en mars. C'était une première. Oui, effectivement, c'est la première année que je commence à manquer d'eau en mars. Mais ces dernières années, je me suis habitué aussi à ne plus avoir d'eau vers la mi-juillet, entre la mi-juillet et la fin juillet. Et effectivement, il y a des choix à faire. Et là, ce n'est pas des choix de semis. Alors pour parler des fèves, j'ai vu que Anne a ramassé ses premières fèves aujourd'hui. Elle est en avance sur moi parce que moi, je les ramasserai que dans 2 ou 3 jours. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que traditionnellement, la Provence, c'est un climat plus chaud en été, mais en hiver, c'est un climat rude parce que le ciel est dégagé. Et par rapport au Pays de la Loire, ce n'est pas étonnant que les fèves soient prêtes avant. Pour en revenir à l'eau, ce que j'ai constaté, c'est que ce que j'ai fait, j'ai eu 2 ou 3 étés où j'avais plus d'eau vers le 15 juillet. Mais en fait, je laisse tomber mes cultures d'été. Je n'arrose plus, je laisse tomber le maïs, je n'arrose plus les tomates, je n'arrose plus les haricots verts pour sauver les légumes d'hiver. C'est-à-dire que j'ai les semis en juillet, j'ai repiqué les poireaux, j'ai les semis de carottes, de chicorée, de légumes d'hiver. Et le peu d'eau qui me reste au fond de mon bassin, je m'en sers pour arroser ces jeunes semis et pour être sûr d'avoir des légumes en hiver. C'est un choix. Tu laisses tomber tes tomates, par exemple? Alors, j'arrose plus. Les tomates, bon, elles sont bien paillées, hein, j'ai à peu près 20 cm de paille. Les tomates, en fait, elles sont plus arrosées vers fin juillet, mais j'arrive à en ramasser jusqu'au mois d'octobre parce qu'elles continuent à mûrir, elles grossissent plus. Et j'en ai suffisamment, voilà, je laisse tomber les tomates. La tomate, souvent, de toute façon, on a tendance à trop l'arroser, ouais. Mais si on l'arrose qu'une fois par semaine et du coup, moi, en fin d'été, au milieu d'été, j'arrête d'arroser si je n'ai pas assez d'eau. Il faut quand même redire que tu as abondamment paillé. Ah oui, c'est par rapport à ce réchauffement climatique et avec des étés quand même, avec des périodes de canicule, non seulement il faut pailler, mais il ne faut pas pailler comme on avait tendance à le faire. Je mets 5 cm de paille par-ci par-là, 10 cm. Il faut vraiment pailler 20 cm, y compris les allées, ouais. Renouveler le paillis s'il y a une partie qui s'envole ou qui est digérée. Voilà, c'est important. C'est une technique connue et
est pratiqué quasiment par tous les jardiniers bio, mais il faut mettre une peut-être couche. augmenter son épaisseur de paillage. Voilà. Il y a Assine qui demande d'ailleurs, du coup, est-il nécessaire de pailler son sol en hiver afin de profiter de ce gel pour casser les mottes? Il est sur sol argileux. Pascal, à ce propos? Ben, on a plutôt tendance à dire pour que le gel, dégel, l'alternance des deux se fasse bien, il vaut mieux avoir des sols dépaillés. Parce que sinon, sous le paillage, ben, le gel, il va avoir du mal à dégeler quoi, une fois il est passé. Donc, voilà, donc ça va à contresens de tout ce qu'on entend. On dit, ouais, faut surtout pailler les sols, il faut pailler les sols. Ouais, ça, on en est bien conscient que laisser des sols à nu, ça les abîme. Après, voilà, là, c'est dans un but de se dire, je veux l'améliorer. Ça ne veut pas dire que pendant toute votre vie de jardinier, pendant 40 ans, le sol sera dépaillé pendant l'hiver. C'est lorsqu'on est en sol argileux et qu'on veut casser les mottes, on dépaille pour obtenir de la petite motte. Par ailleurs, il y a beaucoup de si, c'est sol argileux quand on veut te casser de la motte, quand on est dans un climat où il y a du gel-dégel. Ça commence à faire des couches, quoi. Ok. Tu voulais réagir à l'eau également? Ouais, je voulais réagir à l'eau parce que nous, il y a une pratique qui a beaucoup changé, liée notamment à ce manque d'eau chez nous, c'est la culture des engrais verts. Donc, on avait pour habitude de cultiver des engrais verts. Donc, des engrais verts, on va dire que c'est un végétal que l'on met en place sur nos parcelles de jardin en attente de faire une culture. Donc, c'est soit avant une culture, soit après une culture, dans le but de faire une sorte de paillage vivant. Donc, notre plante, elle pousse. En poussant, elle casse le sol avec ses racines, elle occupe l'espace. Voilà. Et après, on l'arrache et on vient mettre en place notre culture. Et nous, avant, on avait 2 périodes clés. On faisait des engrais verts de printemps. Donc, on se met en mars à l'endroit où on allait mettre les tomates, par exemple, 2 mois plus tard. Et on avait des engrais verts d'automne qu'on se met en fin de saison sur les cultures d'été qu'on avait arrachées. Et en fait, avec ces changements qui s'opèrent, on a des printemps de plus en plus secs. Et donc, la petite période qu'on aimait bien, qui était le printemps humide et pas trop froid, un peu tiède, et où les engrais verts arrivaient à lever sans qu'on ait vraiment à les arroser, juste en pariant sur les pluies, cette période, elle n'existe plus. C'est-à-dire que maintenant, on a de suite des printemps secs, il faudrait les arroser. Et nous, on se refuse un peu de gaspiller de l'eau pour une culture non vivrière. Et du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a arrêté les engrais verts de printemps et on ne les sème plus qu'à l'automne, en espérant que du coup, il y ait de la pluie à l'automne et l'hiver. Du coup, on ne gaspille pas de l'eau pour un engrais vert. Donc ça, nous, clairement, le manque d'eau nous a fait sauter tous les engrais verts de printemps. D'accord, ok. Jean-Paul, tu avais une… Oui, je voulais compléter un petit peu ce que disait Pascal, puisqu'on parlait de paillage, pour dire que le paillage, ça fragilise au gel printanier aussi. C'est-à-dire qu'en ce moment, c'est la période, ce qu'on appelle traditionnellement la lune rousse. C'est une période un peu délicate où le sol peut se refroidir brutalement en pleine nuit s'il fait clair, ce qui est le cas en ce moment chez moi. Et donc, le paillis en fait, sert d'isolant et il empêche en fait la chaleur de remonter. Et donc, c'est un facteur de risque de gel printanier. Et c'est la même chose pour le binage. Enfin, n'importe quel travail du sol qu'on fait au pied d'une plante en ce moment, ça l'expose aux dégâts du gel. Et ça, je l'ai constaté à pas mal de reprises. Et est-ce que, je ne sais pas si nos internautes posent cette question, mais ça me semble intéressant dans la thématique de l'eau. Est-ce que vous utilisez les Zoya? Nous, on a fait un dossier l'an dernier au mois de juillet-août sur coup de chaud, stratégie et solutions dans les 4 saisons. Et on a reparlé des œillets, on en avait déjà parlé, parce que nos lecteurs nous témoignent de leur utilité au jardin. Blaise, tu en parles un peu dans ton livre, tu les as testés? Alors, je ne les ai pas testés, j'avais interviewé une personne au-dessus de Montpellier qui les utilisait, mais je pense que je vais t'amener à les tester bientôt si ça continue. Mais par contre, d'après ce que j'en connais sans avoir testé, c'est une super technique qui met l'eau à
à disposition des plantes en fonction de leurs besoins, parce qu'en fait, c'est la plante qui tire l'eau par capillarité. Et puis, ça facilite aussi quand on est novice, il n'y a pas besoin d'être jardinier depuis longtemps. Ça facilite l'arrosage puisqu'on remplit la poterie. Alors le principe des zoyas, c'est des poteries enterrées, des poteries très poreuses. Et en fait, l'eau traverse la poterie, mais c'est la plante qui tire l'eau avec l'évapotranspiration. Donc c'est elle qui. C'est une technique qui est bien adaptée pour le manque d'eau. Pour les internautes qui ne connaissent pas, les Oyas, c'est écrit O-Y-A. Vous irez peut-être chercher sur Internet si vous ne connaissez pas. Et comme le disait Blaise, oui, ce sont des poteries que l'on enterre au pied des plantes et qu'on remplit d'eau. Et les racines vont aller chercher l'eau dont elles ont besoin. Anne, tu voulais réagir à ce sujet ? Oui, en fait, il n'y a pas longtemps, j'ai lu un article de quelqu'un qui s'était installé dans les Deux-Sèvres. Alors, j'ai des amis des Deux-Sèvres, ils le connaissent peut-être, qui doivent regarder ce soir. Et en fait, ce qu'il disait que c'était très important, c'était la qualité de l'argile qui était utilisée pour qu'il vraiment il diffuse lentement, que ça soit poreux, mais ça soit ni trop rapide, ni trop… et donc ça, c'est très important parce que j'imagine, c'est comme tout, il faut trouver aussi, il doit y avoir des différences de qualité dans les Oyas. Voilà, c'était juste de faire part de cette lecture. Oui, nous, on a des témoignages de lecteurs qui font leurs Oyas eux-mêmes parce qu'on a une question qui est de Catherine qui aimerait bien utiliser des Oyas, mais elle trouve que c'est cher. C'est vrai que le budget est important. On a des lecteurs qui ont massivement investi et puis d'autres qui font des Oyas avec des pots de fleurs qu'ils récupèrent, des grands pots. Par contre, il faut parfois les passer un peu à la disqueuse pour qu'ils ne soient pas trop épais, comme tu dis, Anne. La poterie, l'Oya lui-même, il va avoir la bonne épaisseur pour avoir la bonne porosité. Alors, quand on utilise des pots, quand on fait soi-même ses Oyas, eh bien, si on a des pots qui sont trop épais, eh bien, l'eau aura du mal à traverser. Voilà, on a aussi une question, je ne sais pas si quelqu'un d'entre vous pourra y répondre. Les Oyas sont-ils bons dans tous les sols ? Est-ce que l'un de vous a une réponse moi, en tout cas, pour avoir lancé un appel dans les 4 saisons et on avait reçu près de 40-50 témoignages, ça avait l'air d'être très varié, ça allait de l'Isère, enfin, on avait des témoignages partout en France et je n'ai pas eu le sentiment que ça ne marchait pas en terrain argileux ou en terrain sableux. Donc, Pascal, tu as un commentaire ? Nous, on les a… Nous, on en a utilisé sous tomates et sous différentes cultures. Et en fait, on avait l'impression que ça marchait bien, même dans nos sols argileux. Par contre, il faut quand même faire attention à l'endroit où on les mettait. Quand on avait vraiment un sol qui était mal structuré, donc vraiment très compact et très lisse, ben, quand on faisait le trou pour mettre l'Oya et qu'on la mettait dans une espèce de truc lisse, on la mettait dans une baignoire, en fait. On la mettait dans un truc où ça ne marchait pas du tout c'est parce qu'on la mettait dans un endroit où le sol était, entre guillemets, vraiment mal structuré. Donc, j'ai envie de dire, ça peut dans tous les types de sols, probablement, mais dans les trucs trop… où déjà les racines ont du mal à y aller, peut-être que mettre une Oya dans un endroit où déjà les racines ont du mal, à vérifier, mais voilà. Il y a une autre question sur les Oyas. Est-ce que les Oyas gèlent ? Alors, nous qui avons du gel à terre vivante, Pascal ? Ouais, alors nous, en tout cas, on les laisse pas. Nous, on les rentre, on les sort du sol pendant l'hiver parce que à la fois la pression du sol et surtout si vous les laissez remplis d'eau et que l'eau dedans elle gèle, fin de l'Oya, quoi. Et puis, s'il y a même de l'humidité qui se met dans l'argile, du coup, elle ne va pas éter votre argile comme le font des fois les pots. Donc, nous, clairement,
on les rentre. Je ne suis pas spécialiste, mais de mémoire, c'est plutôt pays chaud et sec, quoi. C'est l'Espagne, etc. L'idée, quoi, de base, peut-être quelqu'un en sait plus ici, mais du coup, en montagne, il faut peut-être les rentrer l'hiver, quoi. Oui, nous, on avait des témoignages de gens qui ont une femme dans les Cévennes qui met beaucoup d'œillats, qui a investi, mais qui les rentre tous les hivers. C'est un gros boulot, mais elle les déplace. Il y a Sonia qui témoigne qu'elle a acheté des œillats il y a une saison et qui ne le regrette pas. Et pour info aussi, pour les gens qui trouvent ça cher, moi j'ai eu la chance de pouvoir participer à un atelier de création d'œillats en argile à Grenoble, où la mairie de Grenoble avait créé cet atelier. Et avec la technique du boudin, c'est jouable. Alors c'est des choses... Il faut se faire un petit peu encadrer, mais pour les gens qui veulent tester la poterie, c'est une direction vers laquelle aller. On va peut-être passer à d'autres questions. Tiens, une question de Fanette à propos de Pascal qui disait qu'il ne pouvait plus faire d'engrais verts au printemps. Vous faites quoi au printemps alors? Ouais. Est-ce que vous avez arrêté les... Eh ben, on met des paillages. Du coup, moi d'ailleurs, je voulais échanger, j'en profitais d'avoir Anne, Blaise et Jean-Paul sous la main. Nous, du coup, c'est-à-dire qu'au printemps, on a soit les parcelles où on a semé des engrais verts en automne et où, du coup, les engrais verts ont résisté à l'hiver et ils sont encore là, ils vivent leur vie d'engrais verts qui a germé à l'automne et ils continuent de pousser. Donc, nous, on utilise beaucoup le duo seigle-vesse. Soit dans les parcelles où on n'a pas semé d'engrais verts, on laisse les paillages, en fait. On laisse les paillages pour garder les sols protégés. Et en gros, on enlève les paillages 2-3 semaines avant les mises en culture, le temps qu'ils dessèchent et qu'ils se réchauffent un peu. Et moi, je me rappelle d'une année, je ne saurais pas dire laquelle, où il fait un printemps hyper sec, où on sème des engrais verts à l'automne, donc, et où après, on vient à faire une mise en place de culture sur une planche où on avait des engrais verts, qu'on arrache donc, et sur une planche où on avait un paillage. Et quand on vient arracher l'engrais vert, eh bien, en fait, le sol sous l'engrais vert, c'était le désert de Gobi, quoi. Parce qu'en fait, le printemps avait été hyper sec, probablement, et l'engrais vert, le peu d'eau qu'il y avait dans le sol, il l'avait tiré, quoi. Et ça fait que notre première couche superficielle, elle était sèche comme tout, alors que sous les paillages, l'engrais vert n'avait pas tiré l'eau et c'était un peu plus humide. Donc, à la fois, je dis faites des engrais verts, mais à la fois, je ne suis pas 100% sûr de mon coup non plus. J'aimerais bien avoir le son de cloche des 3 autres. Oh, le piège. Sur les engrais verts Je veux bien réagir. Il faut utiliser peut-être des engrais verts qui gèlent en hiver. Ouais. Ça, tu te retrouves au printemps avec en fait un paillis parce que l'engrais vert a gelé et c'est devenu de la paille. Et le sol, il a arrêté de pomper dedans. Tu vois. Donc, il faut peut-être utiliser de la facélie, de la moutarde, du sarrasin, des choses comme ça. C'est qu'en fait, nous, on met du seigle notamment parce qu'on veut qu'au printemps, il bosse et il décompacte. Donc, on ne veut pas trop qu'il gèle parce qu'on veut qu'après, en mars-avril, on veut qu'il bosse à décompacter. Donc, on a un peu excusez-moi l'expression, mais le cul entre deux chaises, de genre, on veut que tu bosses, mais on ne veut pas que tu dessèches les sols. Bon, ben voilà, quoi. Anne avait une réaction. Oui, alors moi, c'est pareil, les engrais verts, ça devient compliqué parce que justement, il faut les arroser. Et du coup, la facélie, c'est bien, mais le problème, c'est qu'on ne peut pas la semer trop tard non plus. Et des fois, en septembre, août-septembre, on n'a pas de pluie. Donc moi aussi, je sème du seigle, je fais comme terre vivante. Et sinon, j'ai essayé une année, je trouvais que ça avait bien marché. En fait, j'ai fait du compostage en surface. C'est-à-dire, j'ai béné tous mes détritus sur le sol. J'ai mis par-dessus une couche de paille. Et du coup, j'ai retrouvé ça bien meuble au printemps suivant et ça a bien gardé l'humidité. Alors, le gros inconvénient, c'est que les campagnols, là, ils font la fête. C'est la fête pour eux. Mais sinon, ça s'est avéré pas mal comme système. Ouais. Quand les hivers sont secs et les débuts de printemps, du coup, ça garde une bonne humidité. Très
Très bien. Je vais passer à une autre question des auditeurs parce qu'il y en a beaucoup. On ne pourra peut-être pas répondre à toutes vos questions, hein, chers internautes. On essaiera a posteriori. On ne vous garantit pas de pouvoir répondre à tout, mais on essaiera dans la mesure du possible. Quelles sont les conséquences pour les végétaux d'avoir un hiver moins froid et donc d'avoir une dormance moins longue? Jean-Paul. Oui, on ne peut pas donner de réponse générale, ça dépend des plantes. Mais en général, ça met le bazar, ça sème le bazar hein, quand même. Un hiver doux, ça a tendance, enfin, au moins chez les arbres fruitiers, les arbres et les arbustes fruitiers, ça va entraîner des floraisons un petit peu à rallonge, un petit peu chaotiques, alors qu'une bonne floraison, c'est une floraison qui arrive de manière assez groupée. Et bon, c'est pas le cas. Voilà, j'ai le souvenir d'avoir interviewé un spécialiste de l'INRA, je ne sais plus son nom, qui me disait que ça posait particulièrement des problèmes sur l'abricotier, qui avait besoin d'un hiver froid. Oui, c'est ça. C'est une plante qui a une floraison très précoce et qui a besoin aussi de froid. Donc, il lui faut un climat continental, c'est-à-dire qu'il passe très vite du chaud, enfin du froid, du très froid même, au chaud. Il y a des abricotiers qui poussent à 1000 mètres d'altitude en Suisse, mais après, il faut qu'ils aient de la lumière, il faut qu'ils aient un peu de chaleur aussi pour mûrir leurs fruits en été. Et que donc le manque de gel pouvait impacter les productions d'abricots assez nettement. Alors, ça dépend aussi des variétés. Alors, c'est un peu complexe, hein, évidemment. Hein. Ça va nous obliger à revoir un peu les choix de variétés qui soient adaptés en fait à la région où on est. Ouais. Et puisqu'on est d'ailleurs sur les arbres fruitiers, on est revenu aux arbres fruitiers. Il y avait une question de Muriel pour Anne. Quelles sont les solutions pour protéger les fruitiers, puisque toi, tu avais parlé du fait que tu avais réussi à te prémunir un peu du gel, des gels d'avril, parce que tu as ton fond de vallée et gélif. Et voilà, elle se demandait si tu avais pu prendre de l'avance avec… Ben non, j'ai dû adieu à mes confitures de cerises, là, tout a brûlé, voilà. Et sinon, si, en fait, la seule parade, c'est que j'ai replanté des pommiers et j'ai pris des variétés tardives, c'est-à-dire qui vont fleurir pas avant le mois de mai. Et là, du coup, je vais me prémunir des gelées. Voilà, parce que sinon, après, c'est de faire un feu où les arboriculteurs, ils mettent des bougies, ils allument la nuit, enfin… Après, c'est des systèmes lourds, chers et qui demandent de l'intervention. Mais la seule parade, c'est de trouver, c'est ce que font aussi au niveau de la vigne, l'INRAE, ils commencent à chercher des variétés qui fleurissent plus tardivement. D'autant que la vendange commence plus tôt, donc ça va aussi retarder la vendange. Enfin, voilà. Oui, est-ce que sur ces variétés tardives, vous avez des conseils à donner à nos internautes en pommier ou poirier Nous, on a la clocharde, elle est très bien. Pardon. La clocharde, par exemple, elle fleurit très tardivement. Là, on a mis une pomme pierre. C'est une pomme qui se ramasse au mois de novembre-décembre. Enfin, après, il faut regarder les variétés, mais auprès des croqueurs de pommes. Jean-Paul ou Blaise, il faut peut-être réexpliquer pourquoi prendre une variété tardive. Je veux bien en parler un petit peu. Chez moi, j'ai pas mal de variétés fruitières différentes et d'espèces fruitières différentes. Et cette année, entre les pommiers les plus précoces et ceux les plus tardifs, il y a pas moins de 15 jours de décalage. Et en fait, les premiers sont beaucoup plus exposés au gel. Et pour les cerisiers, d'ailleurs, c'est pareil. J'ai aussi un grand éventail. Et pardon. Juste, oui, on est bien d'accord, c'est la floraison. La floraison est plus tardive et la récolte sera plus tardive aussi plus tard. Oui. Mais déjà, c'est la floraison, elle est plus tardive. Donc, mettons, s'il fleurit à la mi-avril, il a moins de chances d'être touché par des gels de début avril. C'est ça le principe. Effectivement, il faut aller vers des variétés fruitières qui vont fleurir tardivement. Voilà. En général, d'ailleurs, elles produiront un peu plus tard. Voilà.
Bon, les cerisiers, c'est le cas. Les cerisiers qui sont relativement tardifs n'ont pas été trop impactés par les gelées parce qu'ils n'étaient pas encore tout à fait épanouis. Et pour donner un exemple de variété tardive de pommier, il y a Melrose, par exemple, qui est de floraison assez tardive. Ok. Et puis, chez les cerisiers, par exemple, le bigarreau géant des Delphingen, qui est aussi tardif. Voilà. Le géant des Delphingen, d'accord. Voilà, qui est assez connu et assez répandu. Oui, oui. Pascal, tu voulais intervenir à ce sujet? Ouais, parce que c'est pour rebondir sur un peu ce que disaient Anne et puis Jean-Paul, c'est que autant au potager, on se plante, c'est qu'une année, mais pour ceux qui décident de planter un arbre fruitier, quand vous plantez un arbre fruitier, c'est pour plusieurs dizaines d'années chez vous. Donc, faut vraiment se dire que ouais, je choisis la bonne variété qui va pouvoir passer dans l'avenir à travers les gelées et avec ce qu'on sait qui va arriver au niveau du changement climatique, quoi. Donc, c'est vraiment se dire, se planter maintenant, c'est ne pas avoir de pommes pendant 30 ans, quoi. Donc, c'est vraiment se dire, OK, je fais l'effort de me renseigner, je ne vais pas forcément à la facilité, le premier truc que je vois en jardinerie. Et nous, donc, on va le faire aussi petit à petit à Terre Vivante et on le voit un peu partout dans le Trièves, dans notre territoire, des gens qui commencent à tenter des choses sur des arbres qui supportent le gel, c'est-à-dire que des plantes qui sont en limite de mûrissement, c'est-à-dire qu'on est dans un climat où on ne récolte pas encore ces arbres-là parce qu'ils n'arrivent pas vraiment à mûrir. Nous, on a des kiwis, on en récolte une année sur X parce qu'ils ne meurent pas, par contre. Ils résistent au froid, mais ils n'arrivent pas à mûrir. Mais peut-être que dans 15 ans, il va réussir à mûrir. Donc, c'est aussi peut-être se dire, là, moi, je choisis des arbres qui sont un peu limites pour mûrir chez moi, pas pour geler. Ils ne vont pas geler parce qu'ils résistent à moins 10, ils vont être limites pour mûrir, mais peut-être que dans 10-15 ans, ça va passer. Mais du coup, voilà, comme l'arbre, c'est un pas qui est lent, c'est peut-être réfléchir à ces choses-là pour que vos enfants fassent des confitures. Désolé, Anne, tant pis pour les confitures de cerises cette année, quoi. D'accord. Et alors, justement, à ce niveau-là, est-ce que vous cultivez des choses différentes? On a des questions à ce sujet. Anne, tu nous disais que toi, en Touraine, tu cultivais maintenant des concombres, du melon. Tu as constaté que tu arrivais à cultiver des choses que tu ne pouvais pas cultiver avant. Bah oui, il faisait trop froid. Et puis, oui, parce que quand même, l'été, la caractéristique, on n'a parlé que du froid, mais moi, j'ai jamais eu de période de canicule avec une température aussi haute et aussi longtemps. Et depuis plusieurs années, et là, c'est vraiment impressionnant. Et donc, ça permet effectivement de cultiver plus facilement certains cucurbitacées, parce que moi, en fond de vallée, ça rafraîchissait trop la nuit. Alors, en même temps, c'est un avantage, hein, parce que du coup, j'ai de la fraîcheur. Mais puis il y a des choses, moi, que j'arrête de. Maintenant, je sème aussi des choses plus tardivement. Tous les légumes pour l'hiver, je ne vais pas les semer avant. Je pouvais semer des radis d'hiver au mois de juillet. Maintenant, c'est terminé. C'est même pas la peine d'y penser. Ouais. Voilà. Et puis, j'arrête aussi de semer des radis plus tôt parce qu'après, il fait trop chaud et puis c'est beaucoup d'eau pour avoir des bons radis. Donc, oui, je vois quand même des décalages par rapport aux certains légumes d'été et les légumes d'hiver et d'automne. Jean-Paul, tu voulais Ouais, intervenir? tu demandais si on avait changé les plantes qu'on cultive. Alors, ce n'est pas forcément énorme, mais c'est vrai qu'en été, maintenant, j'ai tendance à planter des laitues qui résistent à la chaleur. Donc, c'est des laitues qu'on connaît bien dans le Midi, ce qu'on appelle des laitues grasses, genre la sucrine, la rougette, etc. Donc, quand il fait bien sec et bien chaud en Normandie, ça réussit très bien. En revanche, s'il se met à refaire du temps normand, c'est-à-dire humide et frais, là, on va avoir des maladies sur ces laitues. Donc, il y a la notion de pari, dont parlait Pascal il y a quelques minutes. Comme salade, il y a également la roquette et le pourpier que maintenant je sème quasi systématiquement en été parce que ça résiste bien à la chaleur. Et je voulais aussi parler un peu de fruits. Je réussis de plus en plus avec les figues.
Donc, j'ai un figuier Ah oui. qui est… Voilà, on n'est pas forcément dans le meilleur climat en Normandie pour avoir des figues. Et en fait, il s'avère que maintenant, cet arbre est tout à fait bien adapté parce que l'hiver doux fait que les figues fleurent, les premières qui mûrissent en début d'été, eh ben, on les a, évidemment. Mais on a aussi les figues d'automne puisque la saison est plus chaude et l'automne un peu plus tardif. Donc, on a maintenant les 2 générations de figues pratiquement tous les ans chez moi, alors qu'on n'est pas du tout dans la zone traditionnelle du figuier. Oui, ceci dit, moi j'avais discuté avec un spécialiste du figuier du Lot et qui me disait qu'il y avait il y a de toute façon un très grand nombre de variétés de figuiers. Il y en a qui sont plus adaptés pour la Normandie, d'autres plus pour le sud. Là aussi, il y a une histoire de variété. Blaise, toi, est-ce qu'il y a des choses que tu as changées dans ce que tu cultives et aussi, on pourra peut-être revenir à la question de Jean-Luc. Est-ce que les plantes s'adaptent au climat ou faut-il choisir des plants plus résistants? Et tu en parles dans ton livre à propos d'épigénétique. Oui, je vais commencer par là. L'épigénétique, c'est une science assez récente, quoi. C'est dans les années 2000. Ça a été bien médiatisé par Pascal Pot dans le sud du Massif central avec ses tomates. Il avait une terre assez difficile et pas beaucoup d'eau, donc il s'est aperçu qu'en ressemant ses propres tomates, les graines de ces tomates poussaient très bien, il y avait moins besoin d'eau. Et en fait, c'est le fait que les épigénétiques, ça veut dire autour du gène. Et en fait, c'est la graine garde la mémoire de sa culture et contrairement à ce que les semenciers ont l'habitude de dire depuis des décennies, où la semence, soi-disant, se dégénérerait, en fait, garder ces semences et les ressemer, les semences s'adaptent bien au terrain. Donc, par rapport au changement climatique, c'est une bonne idée de garder ces graines parce que petit à petit, elles peuvent s'adapter à ces conditions particulières. Oui. Alors, sur les légumes que j'ai tendance à changer ou à essayer, j'ai constaté sur les courges, effectivement, qu'il y a des variétés, c'est Cucurbita moscata, les butternuts, la longue de Nice ou la musquée de Provence. Elles viennent plus facilement et je pense que c'est des courges qui peuvent être cultivées maintenant un petit peu dans toute la France, alors qu'avant, c'est des courges qui ont besoin de chaleur. À contrario, moi, le potimarron, l'été dernier, j'ai ramassé mes potimarrons le 15 juillet. Alors, on dit que les courges, il faut les ramasser avant les premiers gels. Là, oui, j'étais sûr que je les ramasserais avant les premiers gels parce qu'en fait, et si je ne fais pas attention, des fois, si au-dessus, il n'y a plus de feuilles, le potimarron, c'est une peau très fine, et ils prennent des coups de soleil. Et du coup, j'ai intérêt vraiment à les ramasser, pas contre le gel, mais contre les coups de soleil, contre la chaleur. Ah, ouais. Donc, effectivement, sur les courges, on peut voir des différences. Puis après, je me suis amusé, depuis 2-3 ans, je fais mon propre coton, je récupère les graines. Et donc, bon, j'en récupère que j'ai de 3-4 pieds, mais ça me suffit pour ma consommation. Mais c'est rigolo. Alors, je ne sais pas si en Normandie, on va pouvoir faire du coton. À la limite, j'espère pas, parce que ce serait mauvais signe pour le… On fait du lin et du chanvre, ça suffit. Oui, c'est bien. Pour le textile. Mais, on peut essayer. Alors, par contre, il y a des nouvelles variétés ou d'autres variétés, mais c'est aussi important d'échelonner les semis. C'est bien connu pour le haricot vert, parce que le haricot vert, pour en avoir du mois de juin au mois d'octobre, on fait toutes les 3 semaines. Mais je le fais pour le maïs, je le fais pour les courgettes aussi, parce que les courgettes que je mets en place, je les ai installées là, il y a 3-4 jours. Mais elles s'épuisent et puis donc j'en ressème toujours au mois de juillet pour avoir des courgettes jusqu'au mois d'octobre. Le maïs doux, c'est pareil, on peut faire plusieurs plantations dans l'année. Et tu n'as pas de problème à semer des courgettes? Tu les sèmes ou tu les plantes, tes courgettes? Tu avais déjà tes… Là, je les ai plantées, je les ai faites à la maison. D'accord. Et ça ne pose pas de problème que ce soit sec quand tu les mets en terre en juillet?
Elles ne souffrent pas du chaud. Les jeunes plantes courgettes que tu mets en terre en juillet, ça va, elles ne souffrent pas trop du chaud. En juillet, souvent, je les sème directement, je mets directement la graine en pleine terre. D'accord. Je fais pas le… Parce que Ok. c'est vrai que ces dernières années, les semis, mais de toute façon, c'est pareil pour mes semis. Je parlais des légumes d'hiver tout à l'heure, les carottes, les chicorées. J'ombre systématiquement tous mes semis parce que sinon, il faudrait que j'aille arroser en pleine journée parce que Oui. ça ne tiendrait pas, quoi. L'arrosage le matin et le soir, ça ne suffirait pas. Donc, j'ai pris l'habitude d'ombrer avec des cagettes. Ouais. Dès que j'ai fait un semis, en plus, ça protège. Ça n'a rien à voir avec le réchauffement, mais comme j'ai beaucoup de chats dans le jardin, ça protège les semis des chats aussi qui vont faire leurs besoins dans le jardin. On y reviendra peut-être aux ombrières et au système d'ombrage. Je voulais rester parce qu'on a plusieurs interventions de lecteurs ou d'internautes. Martine qui demande, c'est un peu la suite de la question que je t'ai posée, Blaise, peut-on adapter nos plantes en produisant nos graines et en les habituant d'année en année à la sécheresse? C'est un peu la même chose que ce qu'on vient de dire, mais on peut peut-être encore approfondir. Là, à la sécheresse, les tomates, par exemple, je disais que j'arrête de les arroser souvent vers la fin juillet. Et toi, tu recèles tes graines? C'est mes propres graines que j'ai depuis maintenant plus d'une douzaine d'années. Et peut-être que, mais ça c'est difficile à dire, mais peut-être qu'elles se sont bien adaptées et c'est vrai que j'arrive à avoir des pieds de tomates qui ne sont pas arrosés pendant au moins un mois ou un mois et demi avant les premiers orages dans le Vaucluse, du mois de septembre. Oui, ouais. Oui. Ouais, donc c'est intéressant. Alors, par contre, j'ai remarqué, parce que je fais… c'est par goût, j'aime mieux les pois chiches que les haricots secs. Et je fais des pois chiches tous les ans et ils sont bon, c'est une légumineuse qui est bien adaptée au climat méditerranéen. Du coup, c'est aussi une légumineuse qui pourrait aussi aller dans d'autres régions parce que il n'y a pas besoin de… Pascal parlait de printemps sec, c'est… le pois chiche, contrairement au haricot qui a besoin de température élevée pour germer, on ne les sème pas avant le mois d'avril. Moi, les pois chiches, je les mets en terre au mois de janvier, comme ça, ils bénéficient des pluies encore d'hiver. Et dès le printemps, dès qu'il fait chaud, ça fleurit assez tôt et je les ramasse au mois de juillet en général. Donc, c'est une façon aussi de s'adapter et je fais aussi mes propres semences. D'accord. À ce propos des semences qui s'habituent, moi j'avais été quand même frappée de ce que nous avait dit Christian Bouet, qui est un auteur de Terre Vivante, qui a fait un livre Fabriquer ses graines et qui nous avait dit à une réunion d'un comité de rédaction justement qu'ils avaient, dans la canicule de 2003, ils avaient réussi c'est un producteur du biogerme, hein, pour information, c'est un semencier le biogerme, et bio évidemment. Et ils avaient réussi à ramasser quelques graines de haricots qui avaient survécu à la canicule de 2003, qu'ils ont ressemées l'année suivante. Et ces haricots-là ont très, très bien donné. Il faisait encore assez chaud l'année 2004, alors que les graines qu'ils avaient conservées des récoltes précédentes avaient eu de mauvais résultats en 2004. Et lui, il l'interprétait comme l'extraordinaire adaptation des plantes à des conditions différentes. Et donc, c'est ce qu'on appelle, comme tu le disais, l'épigénétique, c'est-à-dire l'adaptation des gènes à leur environnement. Mais Jean-Paul et Pascal, vous vouliez dire quelque chose à ce sujet-là, Jean-Paul? Oui, dans le prolongement de ce que vous disiez, là, je fais une expérience que je trouve intéressante avec les pêchers. Parce que je sème mes pêchers. Et ça fait plus de 40 ans que je fais ça. Donc, le pêcher ne vit pas très, très longtemps, mais j'ai eu plusieurs générations de pêchers. Et la Normandie, ce n'est pas forcément le meilleur terroir pour faire des pêches. Et avec ces pêchers, je fais d'excellentes pêches tous les ans. Et la cloque, c'est la maladie principale chez les pêchers en zone humide, comme ici en Normandie. Eh ben, j'en ai pas. Alors,
je pense que, enfin, bien sûr, j'ai pensé à l'épigénétique hein, dans un cas comme ça. Je me dis que c'est certainement une bonne chose. Alors, on ne peut pas semer tous les arbres fruitiers, mais il y a certains qu'on peut semer dans les arbres à noyaux, certains pruniers, certains abricotiers, pas mal de pêchers anciens peuvent être semés. Et on peut faire ces arbres comme ça, assez facilement et assez rapidement. D'accord. Pascal, à ce sujet? Ouais, alors moi, du coup, il y a plein de trucs qui me sont venus. Là, je vais peut-être pas tout balancer d'un coup. Pour dire enfin, un peu ce que disaient Blaise et Jean-Paul. Enfin, et Marie, tu connais bien le sujet avec le CRBA qui est à Lyon, qui demande, enfin, qui vont chercher en fait des vieilles variétés Le de graines potagères ornementales. Le Conservatoire régional de botanique appliquée, le CRBA, qui est à Lyon, à côté de Lyon. C'est ça. Donc, ils ont bossé avec des instituts russes, ils sont allés chercher des vieilles graines, des vieilles variétés, etc. Et en fait, il y a cette notion de conservatoire in situ, c'est-à-dire que du coup, avant, qu'est-ce qu'on faisait? On prenait des graines, on les mettait dans des frigos et on disait, c'est bon, on a conservé le truc. Sauf que maintenant, tout bouge tellement vite que si on ne fait pas des conservatoires in situ, où on fait pousser les plantes pour qu'elles s'adaptent petit à petit, c'est exactement ce que tu disais du haricot, eh bien, ça ne va plus marcher, quoi. Donc, oui, la nécessité de faire vivre ces lots de semences et pas de les conserver seulement dans les frigos. Donc, voilà, de les semer, de les cultiver. Et c'est comme ça qu'on les maintiendra. Donc, d'où l'importance voilà, de les faire vivre, ces variétés. Et pour compléter un peu ce que disait un peu Jean-Paul qui disait qu'il semait ses péchés. Nous, à Terre Vivante, on a depuis quelques années, notamment pour plein de raisons, mais notamment en raison aussi des sécheresses printanières et des sécheresses d'hiver, on planter des arbres fruitiers, ça a toujours été compliqué à Terre Vivante en raison du sol et en raison de l'entretien que nécessite un arbre fruitier dans les années qui suivent sa plantation, notamment au niveau de l'arrosage. Et comme on a de la chance d'avoir une friche, donc beaucoup d'arbres fruitiers sauvages, des aubépines, des pruneliers, etc., on est venu greffer du coup des greffons, donc des plantes qu'on voulait. On voulait tel poirier et on est venu greffer tel poirier sur une aubépine qui était déjà en place. Et c'est un moyen aussi de gérer les sécheresses parce que l'aubépine, elle est là en place depuis 5, 10, 15 ans. Elle a un système racinaire voilà, qui est déjà conséquent, qui lui permet d'être implanté. Et, voilà, et du coup, on vient mettre la plante qu'on veut manger dessus. Et du coup, on oublie les problèmes d'arrosage et de sécheresse de printemps. Donc, moi, je trouve que voilà, semer des pépins ou des noyaux, c'est un moyen. Greffer la friche, ça en est un autre aussi. Encore faut-il avoir une friche. Mais voilà, toutes ces choses-là, dans la gestion de l'eau et favoriser des bons enracinements ou des choses déjà enracinées, ça se réfléchit dans la façon de mettre en place des fruits dans son jardin, quoi. Oui, et alors, moi, j'aurais deux réactions. Alors, il y a une petite question, quelqu'un qui demande si les sachets de graines précisent la résistance des variétés à la chaleur et au froid, comme cela peut être le cas pour les fruitiers. À ma connaissance, absolument pas. Ça n'est pas du tout indiqué. C'est l'un des… Et par contre, petit à petit, pour rebondir sur ce que dit Pascal, il y a un certain nombre de… Tout le travail qui a été fait sur les variétés anciennes et locales, comme avec les croqueurs de pommes pour les fruitiers, c'est un travail qui se fait de plus en plus sur le patrimoine des légumes. Et on est en train de retrouver des légumes locaux, ultra locaux. Et je discutais ce matin avec un responsable d'établissement agricole de Saint-Imier, à côté de Grenoble, et qui me disait qu'ils avaient retrouvé la tomate Côte Saint-André en Isère ou la tomate Beaurepaire, qui étaient des tomates hyper adaptées à des coteaux calcaires de Grenoble. Il y a quelqu'un qui a posé une question. Est-ce qu'on peut trouver des atlas avec les variétés locales qui sont adaptées à votre région? Quelqu'un a dit comment trouver un guide pour savoir ce qui pousse dans sa région, exemple Grenoble qui est en montagne mais où il fait hyper chaud l'été. Ça, il n'y en a pas des guides comme ça. Il va falloir que vous passiez par le bouche à oreille, que vous discutiez, que vous vous intéressiez de très près à la question, parce que des guides comme ça, en plus, ça ne marche pas parce que c'est de l'ultra local, quoi.
Et il y a une autre question que je trouve encore qui va nous permettre de continuer à aborder cette question des variétés ou des espèces de légumes et de fruits à cultiver. Quelqu'un qui demande, est-ce qu'il y a des choses qu'il va falloir cultiver dans les années à venir? Et moi, nous, on a fait des sujets aux 4 saisons, par exemple, sur l'amélanchier, où on nous dit que l'amélanchier, c'est un bon arbre parce qu'il n'a pas besoin de trop d'eau. Il s'adapterait a priori à des conditions climatiques différentes. Est-ce que vous avez comme ça des conseils? Et la patate douce, beaucoup de gens en cultivent maintenant. Pardon. Est-ce qu'il y a des cultures d'avenir comme ça, adaptées à la sécheresse, qui vous viennent, Pascal? Ouais, enfin, je sais pas si je réponds vraiment à ta question, mais à la fois adapté peut-être à la sécheresse et à la fois adapté à des climats plus doux. Et, alors, vous allez me dire qu'on est très là-dedans, nous, mais oui, on est très là-dedans dans essayer des choses en ce moment. Du coup, nous, là, on a une zone, en fait, on a un jardin à terre vivante, un endroit où on faisait des jardins un peu en bac avant, et c'était trop chaud, trop sec, ça pousse de moins en moins, c'est de plus en plus galère. Et du coup, on va passer dans cette zone, on va venir mettre du coup, des grenadiers, des oliviers, de l'arbousier, pour venir mettre des choses un peu plus du sud qui, peut-être que ça ne va pas passer de suite, mais on sait qu'il y a déjà des agriculteurs, notamment Vincent Lerat, qui était quelqu'un qui avait participé à la création du Centre Terre Vivante et qui a planté des oliviers régulièrement dans le Trièves. Et peut-être qu'il y a 10 ans, il passait pour un dingue. Mais peut-être que maintenant, ces oliviers, ça commence à marcher. Et donc, nous, on tente ça, du moins chez nous, mais on reste quand même en alerte parce que du coup, il y a toujours ce que dit Jean-Paul, c'est que la météo et le climat, ce n'est pas tout à fait la même chose. Donc, on a toujours cette fameuse sentence de la gelée qui n'a pas bougé, qui tombe quand même encore en mai, juin et qui vient tout dézinguer. Les fameuses on verra quand c'est glaces, qu'elle bougera. Mais voilà, ces fameux seins de glace qui n'arrivent pas toujours à la date des seins de glace, sinon ce serait trop facile. Ça serait trop simple. Mais il y a aussi les cultures que vous avez changé de faire, de ne pas faire, que vous réussissiez avant. Il y a la notion de ravageurs. Nous, avant, on arrivait à faire des jolis choux, on arrivait à avoir des radis pas trop mal. Et maintenant, avec ces printemps chauds et secs, on est envahi d'altise. Donc, altise, c'est ce petit poinçonneur des crucifères, la micro-insecte 2 mm, une petite puce, là, on va dire, qui saute et qui vous fait les trous blancs bordés, là, le trou bordé de blanc dans la feuille de radis. Et bien, nous, maintenant, on a des printemps, on est envahi d'altise parce qu'il aime les printemps chauds et secs. Oui. Et alors, c'est toujours pareil, on met des cultures adaptées à la sécheresse, ok, mais si en même temps les ravageurs y suivent et qu'on a de plus en plus de ravageurs qui viennent dézinguer ces cultures, l'équilibre, il n'est pas forcément toujours facile. On peut miser sur la biodiversité pour le réguler, mais ce n'est pas toujours si simple. Donc voilà, ouais, on met des cultures comme l'olivier, mais en même temps, si on est envahi de ravageurs de l'olivier, ça peut être compliqué aussi, quoi. Nous, il y a l'amandier, apparemment, peut-être une culture qu'on peut commencer à envisager. On a prévu un sujet sur l'amandier dans le numéro de septembre-octobre des 4 saisons parce que Jérôme Julien, l'un de nos spécialistes arbres aux 4 saisons, on a en Anjou. On a planté en Anjou. Jean-Paul, tu voulais dire quelque chose? Oui, je voulais prolonger ce que disait Pascal sur 2 points. Donc, l'histoire effectivement de tenter des coups comme ça sur des espèces fruitières ou potagères, pourquoi pas, hein. Je voulais attirer l'attention sur le fait qu'il n'y a pas qu'une question de température, il y a aussi la question de l'ensoleillement sur certaines cultures. C'est le cas de l'olivier. Donc, on peut avoir de l'olivier en Normandie, par exemple, il pousse, il ne va pas forcément geler, mais il n'y a pas assez d'ensoleillement pour mener au bout pour avoir des olives. Voilà, des olives, pour avoir des olives. Donc, il y aura forcément une limite parce que l'ensoleillement, il n'augmente pas. La température tend à augmenter, mais l'ensoleillement, non. Donc, il ne faut pas s'imaginer que c'est mathématique, qu'on peut faire monter les choses en latitude. Il y a la question de l'ensoleillement. Idem pour le melon. Le melon, il a non seulement besoin de chaleur, mais il a besoin de lumière. Pour avoir des bons melons, il faut du soleil. Donc ça, c'est une première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'il faut
dans l'avenir, comment on voit la culture potagère de l'avenir, je pense qu'il faut changer nos calendriers un peu et miser davantage sur des cultures qui vont être mises en place après la canicule et après la sécheresse estivale pour se développer au cours de l'automne et de l'hiver, puisque l'hiver étant plus doux, il va permettre de mener à bien certaines cultures. On a eu l'exemple des fèves, c'est le cas. On a l'exemple des navets. Il y a un dicton qui disait il faut semer le bon navet se sème en juillet. Ben non, c'est plus le cas. Il faut le semer plutôt en septembre. Enfin, le fenouil, pareil. En Normandie, maintenant, on peut peut-être semer du fenouil de Florence parce que les automnes vont peut-être permettre qu'il grossisse. Voilà. C'est changer un peu notre calendrier et le décaler vers l'automne et l'hiver. Très bien. On a des témoignages, un témoignage de Dominique qui dit qu'il a des olives au Relec Quéruon. Alors, avec ce nom-là, j'imagine que c'est en Bretagne. Mises au sel, elles sont délicieuses, nous dit-il. Alors, je voulais aborder un autre aspect et les internautes, justement, posent des questions dessus. Mathis, du coup, ça va être une question pour Blaise. Avez-vous augmenté les zones d'ombre à cause des étés trop chauds? Si oui, comment et pour quelles plantes? Nous tentons cette année les ombrières. Mathis, c'est dans le Rhône. Tu nous en parlais, Blaise? Oui, alors les ombrières, moi, j'ai pas. Alors, les ombrières, je pense que c'est des canis sur les cultures. Ce que j'ai commencé à faire l'année dernière, c'est en fait, j'ai la chance d'avoir un grand tilleul dans un de mes jardins. Et au début, quand j'ai récupéré ce jardin, j'avais tendance à étendre le potager le plus loin possible du tilleul parce qu'il faisait pas mal d'ombre, surtout en fin de journée. Et en fait, l'année dernière, j'ai pris le parti de cultiver au contraire plus près du tilleul. Et en fait, j'ai eu, je ne sais plus exactement ce que j'avais dessus, j'avais des courges, j'avais des haricots, quoi, un petit peu de tout. Et en fait, j'ai eu des légumes magnifiques, malgré ou grâce à l'ombre du tilleul qui adoucissait un petit peu l'atmosphère. Alors, moi, je n'ai pas installé, j'ai aussi j'ai le problème du Mistral, hein, dans le Rhône aussi, j'imagine, mais du coup, pour mettre des ombrières, il faut vraiment des trucs très costauds. Par contre, je cultive, j'ai pris l'habitude de cultiver des légumes avec des légumes qui sont plus grands que d'autres à côté. Voilà, un légume qui va faire de l'ombre à. Alors bon, j'ai l'exemple, alors c'est pas très parlant ou ça peut pas se faire dans tous les jardins, mais j'avais des pois chiches. Alors les pois chiches, je dis que ça vient bien chez moi et du coup je les attache pour pas qu'ils tombent et j'ai des pois chiches qui arrivent à plus d'1,50 m de hauteur et à côté j'avais planté des haricots verts donc qui profitaient un petit peu de l'ombre des pois chiches. Ou dans les fraises depuis des années, les fraisiers c'est des plantes des bois à l'origine. Oui. Je mets des cosmos ou je mets des fleurs dans les fraisiers pour ombrer les fraisiers. Oui, oui. Très bien. Et je préfère jouer avec les différentes tailles de légumes ou avoir quelques arbres au milieu du jardin que de m'embêter en fait à faire des ombrières. Les seules ombrières que je fais, quoi, entre guillemets, c'est pour les semis avec des cagettes, quoi. Avec les cageots. Nous, on avait des témoignages de lecteurs très, très variés, des treillages, des pergolas, des draps. Certains mettent des draps ou des voiles, des parasols ou des parapluies. Mais c'est vrai que si tu as du vent, ça ne va pas. Les cageots et cagettes. Parce que c'est vrai que ça, c'est un phénomène nouveau avec des stress hydriques. Tu l'as dit un petit peu, Jean-Paul, et Anne aussi. On a eu, je crois, Jean-Paul, que tu as eu des températures supérieures à 40 degrés l'an dernier en Normandie. Oui, c'est ça. C'est ça. Et justement, pour rebondir sur ce qui vient d'être dit, moi, je vais avoir tendance, et c'est un conseil que je vais donner, c'est d'aller vers un potager en 3 dimensions. Et, un petit peu comme les jardins créoles, les jardins qu'on rencontre aux Antilles, où il y a tous les étages. Et je pensais par exemple à la culture du potiron. Chez moi, elle a relativement bien marché malgré la canicule et malgré la sécheresse,
parce qu'il y avait un petit peu d'ombre, que les maïs ombrageaient les potirons et il y avait aussi des haricots. Enfin, donc, c'est un système qui est certainement plus à même de passer les moments difficiles. Il est plus résilient. Voilà, la 3D, le potager, la 3D pour passer les caps difficiles. Pascal, à ce sujet, tu veux intervenir également? Ouais, et je crois que Anne a une serre, mais peut-être je me trompe. C'est aussi dans les moments de canicule, la gestion de la serre. On sait que c'est quelque chose qui s'aère, où la température monte très vite. Et du coup, ben, alors oui, clairement, ça rend des services au printemps, en hiver, mais alors peut-être qu'aussi maintenant, alors ça se chaude, une serre, ça se blanchit, on peut faire plein de choses, mais du coup, la serre en période de canicule, moi, j'aimerais bien avoir le retour d'Anne qui en a une. C'est peut-être aussi des trucs qui ne sont plus des cadeaux bénis des dieux. Anne? Ah si, toujours. Mais moi, la mienne, elle est beaucoup plus petite que la vôtre. Donc, en fait, j'arrive à installer avec un escabeau un voile d'ombrage sur la serre. Parce que j'en ai deux, en fait. J'en ai une en verre et une en plastique. Et celle en plastique, enfin, c'est une serre quand même costaud. Et il y a moins de chauffe de température. Alors, ce que je conseillerais aux personnes qui s'équipent de serre, c'est que celle en plastique, les bords se relèvent. Et donc, ça fait une ventilation, ce qui fait que ça limite quand même la chauffe. Et du coup, c'est vrai qu'on peut mettre que des légumes d'été. Après, les poivrons, typiquement, ils sont heureux dans ma serre, surtout dans mon fond de vallée. Et donc, moi, je suis toujours ravie d'avoir une serre, mais parce que je peux l'ombrer. Et pour prolonger ce que disaient les autres aussi, ce que moi, je n'avais pas avant, c'est vraiment les coups de soleil sur les légumes, les concombres, les tomates, qu'on n'avait pas avant. Et du coup, c'est vrai qu'à une époque, on avait acheté un tunnel pour protéger du mildiou, parce qu'on avait eu des mildious fulgurants certaines années de pluie. Ben là, maintenant, à la place, on met une ombrière et ça permet de protéger les tomates des coups de soleil aussi. Est-ce que tu peux nous redire à nos internautes à quoi ça ressemble un coup de soleil sur un légume? Comment on le reconnaît? Ben, ça fait une grosse tache blanche. Ouais. Et en fait, au bout d'un moment, ça se nécrose et ça commence à faire une entrée pour les bactéries, la pourriture, et puis ça ne mûrit plus dessus, quoi. Une grosse tache blanche, d'accord. Ouais, et comme Blaise, c'est vrai que les potimarrons, ils sont très sensibles. Et les serres aussi, le blanc de Meudon, le blanc d'Espagne, c'est extrêmement efficace. Moi, je suis allée dans la serre de Sativa, le producteur de graines bio. Quand ils m'ont dit, et c'était en pleine canicule de juillet il y a 2 ans, quand ils m'ont dit on va dans la serre, je me suis dit ah non, surtout pas. Et en fait, elle était passée au blanc et elle avait 20 degrés de moins que ce qu'on aurait pu s'attendre. Donc, c'est vraiment un conseil à donner aux internautes aussi de chauler ou de blanchir les serres. Pascal? Ouais, et d'acheter des serres, Anne l'a dit, nous on fait hyper attention à ça, à bord relevable. Ce n'est pas toutes les serres, souvent c'est en option. Vous savez, les bords qui se remontent pour faire l'aération, franchement, sur des serres un peu grandes, ce n'est pas assez pour ventiler, quoi. Ouais. Et alors justement, sur les strates, ça va faire partie de nos dernières questions. Le temps commence à s'écouler. On s'est donné jusqu'à 20h30 environ. On a plusieurs lecteurs, enfin internautes, qui parlent de forêt nourricière. La forêt jardin, est-ce que c'est l'avenir justement avec ce réchauffement climatique? Est-ce que vous voulez réagir? En tout cas, moi, je voulais quand même apporter le témoignage de Joseph Chauffret, qui est l'un des collaborateurs des 4 saisons et auteur d'un livre aux éditions Terre Vivante sur le petit potager en permaculture, et qui nous partageait son expérience sur la culture en strates dont a parlé Blaise, et qui disait, moi, ça a quand même très, très bien marché les premières années, mais là, il commence à trouver qu'il y a beaucoup de concurrence racinaire entre des arbres qui ont grandi,
et puis les légumes qu'ils mettaient en dessous, voilà, les arbres, ils arrivent à maturité, le sol est sableux et il a un manque d'eau chronique, et il a quand même des problèmes de concurrence racinaire. Qu'est-ce que vous en pensez? La culture à l'ombre, là, Blaise, il commence et pour l'instant, il a de bons résultats, ça a bien marché. Joseph, lui, nous dit, moi, finalement, je commence à avoir des problèmes de concurrence. Que pensez de ça? Moi, Moi, je suis assez sceptique sur le… Anne, peut-être? C'est une vraie difficulté quand même d'associer des arbres et des cultures annuelles. Donc, ponctuellement, il faut en jouer, c'est-à-dire des arbres qui ne sont pas trop près, par exemple, ils ont une ombre portée, bon, c'est très bien ça. Mais de mettre un arbre en plein milieu et puis de cultiver au pied, j'y crois moyennement, quoi. Bon, c'est une pratique relativement traditionnelle. Hein, pour ne pas perdre de surface, autrefois, dans les vergers, on faisait des intercultures, mais c'était une façon d'économiser l'espace. Ce n'est pas forcément l'idéal et l'optimum. Anne, tu voulais dire quelque chose? moi, je suis comme Jean-Paul, je suis assez sceptique parce qu'il y a aussi le problème de l'ensoleillement. Hein, il fait pas toujours. On peut avoir des printemps moins ensoleillés. Après, ça pose le problème du réchauffement du sol. Quand on est dans des endroits assez frais, ça freine l'échauffement du sol et du coup, ça va encore retarder les plantations. Puis moi, effectivement, à un moment, j'avais un pommier presque au milieu du verger. C'était sec tout autour et ça faisait trop d'ombre aux légumes, quoi. Donc après, ça dépend des régions, hein, mais dans le sud, ce n'est pas la même donnée qu'en Touraine ou en Normandie, par exemple. Ouais. Pascal? Ouais, moi, je vais donner l'exemple que j'ai chez moi. Donc, moi, j'ai planté quelques arbres fruitiers dans mon jardin qui n'est pas très grand. Il fait 1000 mètres carrés. Enfin, c'est déjà ça, mais… et du coup, au printemps, c'est vrai que sous ces arbres fruitiers, mettre des potagères, mettre des salades, mettre des fraisiers, ça va pas gêner parce que l'arbre, il a une petite couronne feuillée. Et puis, de toute façon, le temps qu'il prenne ses feuilles, même, on a le temps de faire une salade. Donc là, je raccroche Jean-Paul et Anne. Et ils disent, c'est peut-être pas tout le temps, mais il y a des moments où c'est clairement faisable. Après, j'adhère complètement avec ce que dit Jean-Paul aussi, de se dire que on sait créer de l'ombre, mais on ne sait pas créer du soleil. Donc, votre jardin, une fois il est à l'ombre, il est à l'ombre. Là, ça, c'est fini, quoi. Mais par contre, on sait cultiver l'ombre. C'est-à-dire que peut-être que plutôt que de décider de tout ombrer, regardez où sont les ombres naturelles, parce qu'il y a un bout de haie, parce qu'il y a un vieux tilleul de Blaise et ceci, cela. Et moi, chez moi, j'ai mon jardin, il a d'un côté une haie avec des clématites, un peu du bordel, des vieux frênes, etc. Et de l'autre côté, il y a un champ de céréales. Et j'ai planté des petits fruits des deux côtés. Donc, Blaise, il est venu, il a vu mes fraisiers. Donc, j'ai des fraisiers qui sont d'un côté à l'ombre de ce petit bout de haie et d'autres qui sont en plein soleil. Et bien, franchement, mes petits fruits, là où ils se plaisent le plus, c'est à la mi-ombre du côté où il y a la haie. Donc, on sait que ces petits fruits-là, les groseilliers, voilà, eh bien, ils ne vont pas très bien supporter les grosses chaleurs, le manque d'eau. Donc, du coup, peut-être les mettre à la mi-ombre. D'ici à dire on peut faire des tomates à l'ombre, on n'y est peut-être pas encore quand même. Blaise? Justement, sur les tomates, moi, ça m'est arrivé pour changer les tomates de place, hein, pour respecter un peu les rotations. Je m'étais retrouvé à mettre les tomates qui avaient de l'ombre jusque vers 13 heures parce qu'il y a un noyer, c'est le noyer du voisin. Je ne maîtrise pas le noyer. Et en fait, les tomates, elles ne se plaisaient pas tellement à cet endroit-là, quoi. Donc, c'est aussi, ça dépend aussi de quand a lieu l'ombre. Hein, si c'est l'ombre, idéalement, ça serait en plein cagnard. Mais le matin et en fin de journée, c'est mieux que les légumes. Ils aiment bien avoir du soleil le matin ou en fin d'après-midi. Oui.
Et il y avait une question que j'aurais aimé quand même poser encore d'une internaute à Blaise, qui demandait plus précisément quels légumes associés pour ombrager. Est-ce que tu peux nous donner des exemples, Blaise? Bon, j'ai donné l'exemple là des fraises et des fraisiers et pois chiches, haricots. Bon, après, il y a mais c'est pas forcément pour ombrager. On a des choux, entre les choux, on peut mettre des laitues. Ouais, oui. Et ça, voilà, ça. Ouais. Je suis retombée sur des notes, des choses que nous avait envoyées justement Joseph Chauffret. Il nous disait qu'il cultivait des betteraves ou des navets sous les choux. Alors lui, il est en climat en Normandie, donc c'est sensiblement différent de ton climat, Blaise. Donc Joseph, il fait betteraves ou navets sous les choux, pommes de terre sous les fèves, salade sous les tomates, poivrons sous le kiwi, courgettes sous le mûrier grimpant, tomates ou poivrons au pied des vignes ou sous le prunier, courges au pied du figuier. Voilà quelques idées Oui. que j'avais notées. Il y a Anne qui nous dit aussi haricots rames et laitue. Haricots rames et laitue. Voilà quelques idées. Et là, on aura peut-être moins de concurrence racinaire. Mais par contre, là, c'est toujours faux. Une fois, j'avais essayé, parce que je fais des pois gourmands tous les printemps, donc ils montent à 1,50 m, 2 mètres. Et comme je les mets, je fais 2 rangées, j'avais essayé de me faire des laitues sous les pois gourmands entre les 2 rangées, mais là, ça faisait trop d'ombre. Donc, des fois aussi, ça marche tellement que la plante en ombre a du mal à pousser, mais il faut essayer. De toute façon. Bien, Pascal. Ouais, moi sur ce sujet, j'ai un livre à lire. Alors, bon, il n'est pas chez nous. Christine m'en excuse de ce livre. Des légumes en hiver, d'Eliot Coleman. Je ne sais pas si tout le monde t'entend bien, Pascal. Tu as une connexion. J'ai l'impression que ta bande passante est en train de… Okay. Oui, il me dit qu'il est instable, en fait. Ouais, on t'entend très lent, comme un paresseux, tu sais, qui bouge. Je vais traduire parce que je ne suis pas sûre que tout le monde ait compris. Tu as parlé du livre excellent d'Eliot Coleman, Un potager en hiver, puisque l'une des conclusions des excès de chaleur qu'on peut avoir, c'est de se dire, et c'est ce qui a transparu quand même dans vos propos, c'est de se dire qu'il faut un peu plus cultiver le jardin d'hiver et peut-être moins compter sur le jardin d'été. Donc, Eliot Coleman, Un potager en hiver, est une bible pour ce sujet-là. Et il parle beaucoup de la notion de durée d'ensoleillement, en fait. C'est en rapport à ce que disaient Blaise et Jean-Paul. Il traduit que ce n'est pas qu'une question de température, c'est une question aussi de durée de la luminosité. Et c'est vraiment hyper instructif à lire. Ok. Bien. Est-ce que vous avez chacun un petit mot de conclusion rapide, Anne? Oui, voilà, c'était un mot de conclusion rapide. On n'en a peut-être pas parlé, mais c'était aussi d'être peut-être beaucoup plus disponible pour jardiner. C'est-à-dire que s'il y a une pluie qui arrive là, que tout est trempé, il ne faut pas se dire, bah tiens, j'ai le temps pour semer mes petits pois. Non, non, là, je fonce et j'y vais et je ne perds pas de temps. C'est-à-dire d'être beaucoup plus attentif à la météo et être prêt à se mettre en action pour ou la semis ou une plantation beaucoup plus vite en fait, je pense qu'il faut être beaucoup plus réactif et peut-être aussi s'équiper un petit peu en tunnel pour le printemps ou en ombrière pour l'été. Enfin voilà, moi ce serait en conclusion les conseils que je pourrais donner en complément de ce qui a déjà été dit. Jean-Paul, un petit mot de conclusion? Ouais. Ce que j'ajouterais, c'est que le bio, c'est une bonne réponse globalement pour la problématique là, du changement climatique. Le quoi? Le bio. J'ai mal entendu. Tu sais,
le fait d'avoir de la matière organique, le fait d'associer les plantes, enfin tout ça on le fait déjà depuis longtemps et c'est simplement le mettre en œuvre peut-être un petit peu autrement, de manière plus fine. Hein. Il y a encore beaucoup de choses à trouver. On va être obligé d'inventer des choses, mais le bio est quand même une réponse. Tout à fait, oui, bien sûr. Parce que il s'adapte à l'environnement, parce qu'il est proche de la nature et il suit les rythmes. Par définition. Ouais. Blaise? Moi, j'ai envie de sortir un peu du jardin là, pour finir. Comme je l'ai développé un peu dans la troisième partie de mon livre, c'est aussi parce que le changement climatique, hein, le réchauffement climatique se traduit par un dérèglement et il faut quand même tout faire pour le limiter et à côté du jardin, faire en sorte d'avoir un impact carbone la plus faible possible, quoi. Arrêter d'aller un week-end à Lisbonne ou je sais pas quoi en avion, je sais pas où en avion. Voilà, c'est à côté du jardin, faire en sorte que le réchauffement climatique soit pas pas trop violent, quoi, parce que ça peut être pire que ce qu'on a vécu ces dernières années. En tout cas, pour les gens que le livre de Blaise intéresse, il y a des tableaux notamment très intéressants sur les besoins en eau de chacun des légumes et à quel moment. Il y a un certain nombre d'éléments qui sont vraiment très, très intéressants. Légumes et canicules, je crois que c'est un ouvrage qui intéressera beaucoup les internautes pour prolonger cette table ronde. Pascal, un mot de conclusion? Moi, juste que la meilleure façon d'apprendre, c'est de faire, quoi. Donc, franchement, allez-y, adaptez-vous, allez au jardin et vous ne le regretterez pas. C'est comme ça que vous apprendrez à évoluer avec votre jardin et avec ce qui est en train de se passer. Ouais, c'est un beau mot de conclusion, Pascal, parce que je rejoins complètement ça. Vous pourrez lire tous les livres que vous voulez, vous pourrez regarder toutes les tables rondes sur Facebook que vous voulez. Si vous n'allez pas au jardin et si vous ne faites pas vos essais et vos tentatives et les inévitables erreurs qui vont avec, eh bien, ma foi, vous n'arriverez pas à progresser. Mais en tout cas, j'espère que pour compléter vos efforts et vos essais et vos tentatives, eh ben, cette table ronde a pu vous aider à aborder un peu cette question du potager dans un contexte de changement climatique, de réchauffement, de stress hydrique, de manque d'eau et d'hivers moins rudes qui peuvent favoriser les ravageurs. J'espère que nos 4 intervenants, Pascal Aspe, Blaise Leclerc, Jean-Paul Thorez et Anne Denis vous ont éclairé. Je vous inciterai évidemment à prolonger aussi vos lectures par la lecture assidue et bimestrielle des 4 saisons, parce qu'on essaie d'aborder toutes ces thématiques avec la plus grande rigueur possible. Et en tout cas, on vous remercie d'avoir été très nombreux. Je crois qu'à un moment, vous étiez 170. Je n'ai pas eu plus d'infos. On a un excellent hors-série. Effectivement, merci Pascal. On vient de sortir un hors-série Sol vivant au fondement de la permaculture. Et un bon sol, c'est effectivement un sol qui va contribuer à mieux retenir l'eau et à garder toute sa fertilité, même dans des conditions difficiles. Et on essaye avec ce hors-série de vous aider à mieux le construire. Voilà, merci beaucoup d'avoir été présents tous les 4, d'avoir pris du temps. Et puis, merci.